En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous à Magnac-la-Valette et plus exactement au château de la Mercerie. Tout le monde dans notre département connaît le château de la Mercerie pour y être passé un jour ou l'autre. Soit il était abandonné, soit vous avez vu des travaux en route et maintenant vous voyez que c'est un joyau et une perle qui domine cette belle vallée. Et vous avez eu bien sûr dans la presse et à la télévision ce petit Versailles charentais dont on nous parle un peu partout. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'être in situ. J'ai derrière moi la très belle entrée avec de très belles colonnes qui a été rajoutée à cette entrée du château de la Mercerie. Et puis nous allons faire un peu son histoire, visiter un peu rapidement les pièces, mais moi je vous invite à surtout vous venir le visiter. Et nous parlerons également d'une partie importante qui est le chantier d'insertion que nous verrons avec sa présidente, Pierrette Barrault. Et là, j'ai à côté de moi Catherine Lepage et Bernard Vigier qui vont non seulement nous raconter l'histoire, mais nous faire visiter cet endroit. Et nous terminerons l'émission par la résidence d'artistes. Ce sera la cerise sur le gâteau de cet endroit qui a bien changé. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors Bernard, est-ce que vous pouvez nous dire un peu où on est et puis nous situer, nous raconter brièvement l'histoire du château? Alors brièvement. Alors ici nous sommes face à l'entrée magistrale qui a été créée il y a 5 ans maintenant. C'est par là que les visiteurs accèdent au château. Et alors ce château est lié évidemment de très très près à 2 frères qui sont les frères Rétoré, qui n'étaient pas charentais mais originaires du Maine-et-Loire, de la petite ville de Lirey. En fin de compte, ils vont arriver ici en 1925 puisque leur famille, la famille Priuso Rétoré, avait acheté ce château à la famille Ménaud de Saint-Paul. Ils vont s'installer ici à cette période et puis très rapidement ils vont entreprendre un projet de vie qu'ils avaient depuis très jeunes et ils vont commencer à restaurer ce château à partir de 1939. L'aîné des 2 frères, Alphonse, va devenir le maire de Magnac-la-Valette. Il sera aussi un député charentais très connu. Et petit à petit, eh bien, ils vont construire ce projet qu'ils avaient de construire un château-musée en fait. Donc Alphonse, au cours de ses voyages, va acheter des œuvres d'art et son frère, Raymond l'aîné, achète les œuvres d'art et Alphonse, lui, va construire le château. Donc ils étaient très complémentaires. Et donc, à partir des années 1939, le château va grandir avec la façade qui va débuter sur la partie sud du château, que l'on voit depuis la route. Et derrière cette façade, il y aura des grandes salles dans lesquelles seront exposées des œuvres d'art. Pour arriver à ce projet, il faut bien sûr des financements. Et les frères Rétoré ont monté une entreprise à partir des années 50. Ils étaient les seuls importateurs de machines à laver le linge à sec, de pressing en fait, qui n'existait pas en France mais qui était très courant en Italie. Et ils vont faire fortune et ils vont se donner les moyens de leur ambition pour remplir le château d'œuvres d'art. Et puis à l'ouverture du marché commun, à l'ouverture de l'Europe évidemment, la concurrence, les frontières se sont ouvertes et donc les Italiens ont envahi le marché français et donc les moyens financiers commencèrent à manquer à partir des années 60 et donc là le château avait de plus en plus de mal à se remplir. Et puis finalement, petit à petit, les frères Rétoré vont faire également une mauvaise rencontre. Ils vont s'associer à un personnage qui voulait monter tout à côté une ferme à l'américaine, une ferme avec 1000 vaches. Et quand les premiers troupeaux sont arrivés, eh bien ces animaux ont été atteints par la brucellose. Et donc le propriétaire s'est exilé. Et les frères Rétoré s'étaient portés garant pour ce projet. Et donc finalement, ils n'avaient plus les moyens de leur ambition. Et puis ils devenaient vieillissants. Le premier des frères, le plus jeune, est décédé en 1983. L'aîné est resté seul. Il a cherché à céder la mercerie au gouvernement français par le biais de l'Assemblée nationale, qu'il connaissait bien. Ça n'a pas marché.
Et il avait proposé aussi au département de Charente de prendre ce château en main, et puis ça n'a pas marché non plus. Et donc, il a cédé tout cet ensemble à leur secrétaire qui les avait accompagnés toute leur vie, Solange, et qui elle-même est décédée aussitôt que finalement elle était nommée héritière. Et donc, c'est le frère de Solange qui a hérité de ce château et qui, pour subvenir aux dettes finalement des Rétoré, a organisé une vente aux enchères en 1987, où là toutes les collections se sont dispersées. Et donc le château était une coquille vide. Bernard Charénac a décidé de vendre le château puisqu'il fallait l'entretenir. Et c'est finalement un antiquaire parisien, Bernard Stenitz, qui a acheté ce château. Et lui, son objectif, c'était de vendre ce château pour qu'il soit démonté et reconstruit à l'étranger. Et ce qu'il ne savait pas, Bernard Stenitz, c'est qu'entre-temps, deux jeunes étudiants en architecture étaient passés ici et avaient fait l'inventaire des collections de Raymond Rétoré. Et au moment où il va signer l'acte de propriété de ce château, eh bien, le décret de ces deux jeunes architectes est passé au journal officiel et il n'a pas pu réaliser son projet. Finalement, il est resté propriétaire d'un château pendant 30 ans sans entretien. Et ce château se dégradait. Au décès de cet antiquaire, c'est une société foncière qui s'appelle Volta qui est devenue la propriétaire de ce château. Entre-temps, évidemment, ici, beaucoup de choses avaient changé. C'est un jeune maire qui est arrivé, Didier Joby, qui voyait ce château se dégrader et qui s'est adressé à la société foncière Volta pour leur demander en fin de compte, la permission de vouloir sauver ce château, puisque c'était leurs parents qui avaient travaillé ici. Et donc, il y a eu la signature d'un bail emphytéotique de 75 ans, et c'est comme ça que la mairie de Magnac-la-Valette a entrepris la sauvegarde de ce château et aussi le développement de ce château. Eh bien, merci de ce commentaire très, très étudié qui nous donne toute l'histoire. Et on salue en même temps Didier Joby, le maire. Et on va maintenant, si vous le permettez, après toutes ces belles explications, il faut dire que les Ménaux de Saint-Paul, c'était un petit castel et que c'est devenu une façade à la Versailles. Simplement pour que les gens qui nous écoutent à la radio aient un peu l'image rapide. Mais merci de tous ces éléments. Il y en a plein que je ne connaissais pas. Et je vous remercie, Bernard. Maintenant, on va laisser la parole, si vous le permettez, mais je vous la redonnerai, à Catherine Lepage, parce que nous allons rentrer, nous allons passer ces 4 grosses colonnes qui sont en bois, des colonnes un peu style grec, on va dire, hein, Bernard, si je vous laisse... Pas grec, bon, alors, oui, alors là, on est quoi? Style quoi? Ionique, style ionique, voilà. Donc, qui ont été rajoutés pour donner de l'emphase. Et c'est vrai qu'on va rentrer dans un lieu majestueux. Alors, c'est à vous, Catherine. Où allons-nous rentrer? On y va. Eh bien, nous allons pouvoir passer justement ces colonnes qui ont été installées en fait il y a quelques années et qui se trouvaient en fait dans le château. Les frères Rétoré n'avaient pas pu encore les installer. Et là, en fait, on fait rentrer les visiteurs par cette grande entrée qui n'a été terminée qu'il y a environ 4 ans, à la fin du Covid, grâce aux ouvriers portugais qui ont pu venir poser le marbre de toutes pièces. Ils ont passé pas mal de temps au château pour pouvoir terminer ce que Alphonse et Raymond Rétoré n'avaient pas pu terminer. Donc on fait arriver les visiteurs par ici. Et ensuite, nous découvrons en fait la partie la plus ancienne du château, donc en fait le petit castel du comte Ménaux de Saint-Paul, par lequel nous allons pouvoir justement arriver. Alors attention aux marches à Gabriel qui est en train de nous filmer et qu'on remercie. Et là, on descend quelques marches et on rentre dans l'ancien château. Nos visiteurs peuvent découvrir d'habitude un petit film que nous pouvons présenter qui explique ainsi l'histoire du château en résumé pendant une dizaine de minutes avant ici d'arriver dans cette tour qui, lors de la propriété du Ménaux de Saint-Paul, était sa chapelle et était devenue ensuite le bureau de Raymond, avant qu'il ne construise le sien, que nous allons découvrir tout de suite. D'accord, et on vient de passer un magnifique escalier qui a été construit. Et là, alors tout est
très lumineux. Ce sont de grandes fenêtres, comme au château de Versailles. C'est très, très, très haut de plafond. Je ne sais pas combien il y a de mètres. Et on a une vue absolument fantastique sur les collines, sur toute cette vallée qui s'étend à nos pieds, jusqu'à Magnac-la-Valette et Villebois-la-Valette aussi. Tout à fait. Et Raymond, vous le voyez, Raymond Rétoré avait choisi son emplacement de façon judicieuse entre l'ancien petit château qui est derrière et la tour carrée qui se trouve également à côté. Il a une vue sur toute sa propriété. À l'époque, il possède 600 hectares et tout va pouvoir en fait s'élaborer peu à peu, à savoir les constructions, le parc également, avec ses allées en buis. Et dans chaque alcôve, peu à peu, sont arrivées des statues qui ont permis ainsi de remplir le château d'œuvres d'art, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de celui-ci. Dans le bureau de Raymond, eh bien, imaginons que les visiteurs, en fait, lors de la présence du député, eh bien, arrivaient très tôt le matin pour pouvoir le rencontrer et venir effectivement demander une certaine aide de sa part. On découvre ici la présence d'azuleros tels que nous les avons aussi observés juste dans l'entrée en arrivant. Et il faut savoir que ces azuleros étaient fabriqués directement au Portugal lors de la demande et les commandes de Raymond et Alphonse. D'autre part, on remarque aussi des inscriptions que nous retrouverons dans toutes les pièces, à savoir ici Ronsard et Joachim du Bellay, qui sont des poètes de la Renaissance. Et ça n'est pas par hasard, parce que Joachim du Bellay était originaire de Liré, le même petit village que Raymond et Alphonse Rétoré. Bon, tout l'ensemble a été très très bien pensé. Alors, on va faire une visite rapide, parce qu'évidemment, notre émission ne dure pas longtemps. Alors... à l'ancien petit château du comte Ménaud de Saint-Paul. Et nous arrivons ici dans la salle à manger. D'accord. La salle à manger était le lieu où Raymond et Alphonse prenaient leur repas, ainsi que les invités, lorsqu'ils se trouvaient là. Et vous voyez, nous avons reconstitué la table. Moi, je croyais que c'était pour nous, on nous attendait. Alors, des peintures sur les murs, des colonnes, des cheminées. Les peintures étaient réalisées effectivement sur les murs par des étudiants, souvent en peinture, étrangers, qui venaient, ma foi, s'entraîner aussi au château. Et nous allons pouvoir, grâce à ce couloir ancien, accéder à la bibliothèque. Alors, comment fait-on aujourd'hui, puisque ce château a été à l'abandon et je vois que les salons sont meublés, la salle à manger, etc. Comment fait-on pour meubler ou retrouver des choses où, voilà, cette bibliothèque qui est absolument magnifique, alors que nous avions déjà vu lors d'une précédente émission, mais tout en bois superbe, avec de très belle reliure, et une photo de ce qu'elle était autrefois. Ça nous donne aussi une idée, ça nous permet de rencontrer le passé, de le conjuguer au présent et nous dire finalement comment vous faites. Alors ici, la bibliothèque, par chance, est revenue. Elle a repris sa place parce qu'elle appartenait à Raymond et Alphonse Rétoré, mais elle se trouvait à la ville d'Angoulême. Et en fait, Didier Joby a réussi à faire revenir les meubles, en l'occurrence cette bibliothèque, ainsi que celle que nous verrons dans le salon d'à côté. Ceci dit, par contre, tout le mobilier que vous observez dans chaque pièce est du mobilier qui nous a été offert, puisque le château s'est trouvé vidé aussi bien de ses œuvres d'art que de son mobilier lors de la vente aux enchères. Vous avez ici une photo que présente Bernard de la pièce. Lorsqu'il y a 11 ans, eh bien, les travaux ont démarré et vous voyez que finalement, vous n'auriez peut-être même pas pu rentrer ici dans cette pièce parce que vous auriez passé à travers le plancher. Autrement dit, vous voyez que toute la rénovation a été totale. Quel beau travail. Et effectivement, si on regarde cette photo, on peut s'imaginer une maison abandonnée, de la pierre et toute noircie et le plancher qui s'effondre. On passe dans une autre pièce où il y a encore une très belle bibliothèque style Napoléon III. Il m'a semblé d'ailleurs voir Napoléon III dans une photo là tout à l'heure, dans l'autre bibliothèque. Donc nous retrouvons la bibliothèque de l'époque qui a pu reprendre sa place, comme vous le voyez. Et nous sommes ici dans un petit salon où Raymond et Alphonse recevaient la plupart du temps leurs invités lorsque ceux-ci pouvaient séjourner quelques heures au château. Vous avez ici une photo qui représente le mobilier qui se trouvait à l'époque dans cette pièce. Et de même, nous avons, comme tout à l'heure, la photo de ce petit salon au tout début, finalement, de la rénovation. Là encore, on voit combien le travail a été conséquent à tous les niveaux.
Bien, alors c'était même un peu baroque, j'allais dire, en bois doré, et une très belle tapisserie, un peu rigide, mais très belle tapisserie. Mais ils avaient le sens du décor et du décorum et de la magnificence, hein, parce que quand on était tout à l'heure dans son bureau, quand on venait le voir, ça posait son âme derrière le bureau, hein, cette hauteur de plafond, etc. Tout était calculé, évidemment. Mais il savait se mettre à la portée de chacun. Ça, je m'en doute parce que on a les gens qui les ont connus et qui nous en ont parlé souvent. Voilà. J'ai envie de faire intervenir Pierrette Barrault là maintenant dans ce salon, qui est la présidente du chantier d'insertion, parce que j'allais dire, quand on construisait une cathédrale, on construisait un hôtel-dieu. Eh bien aujourd'hui, avec Didier Jobé, quand on refait ce château, on a aussi une association d'insertion et qui travaille sans doute au château. Alors Pierrette, bonjour. Et puis dites-nous en plus sur cette association dont vous êtes la présidente. Voilà, je suis présidente depuis peu, puisque ça a été renouvelé récemment. Voilà, mais ce chantier d'insertion, en fait, il a été créé en 2016 justement pour faire la restauration du château. Voilà, à l'époque, il y avait un ouvrier. Aujourd'hui, ils sont 10 salariés ici. Donc, 10 salariés qui sont là normalement 2 ans. Donc, réinsertion, enfin, insertion, réinsertion, ça veut dire bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là déjà pour travailler. Ce sont des agents polyvalents. Donc, quand ils ressortent de là, normalement, ils ont un CV multicarte, hein, voilà, puisque c'est la restauration du château. Donc, entre autres, c'est de la petite maçonnerie, de la peinture, du placo, du marbre, mais c'est aussi l'entretien des espaces verts, c'est aussi du débardage dans les bois, puisqu'en fait, vous allez voir tout à l'heure que toutes les poutres de l'orangerie que l'on a faite arrivent donc du bois du château, qui ont été débardés ici au château. Sans compter une très belle roseraie. Sans compter une très belle roseraie qui a été refaite donc en 2012, mais là par les bénévoles. Qu'aujourd'hui d'ailleurs, ce sont le chantier d'insertion qui l'entretient. Voilà. Alors moi j'ai envie de dire merci de cet éclairage, de tous ces gens qui travaillent ici. C'est une vraie vie communautaire. Beaucoup de bénévoles d'ailleurs. Vous êtes toutes et tous bénévoles, Pierrette, Catherine et Bernard. Il y a une quinzaine de bénévoles, je crois, vous m'avez dit. Combien? Guides, pardon. Oui, alors, oui, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a combien de bénévoles en tout? On va dire plus 140 bénévoles avec un noyau dur de 60. D'accord. Et vous me disiez donc, Catherine, combien de bénévoles guides? Une quinzaine de personnes. Alors la formation, parce que là je parle du chantier d'insertion, mais la formation de guide, vous n'êtes pas d'origine de la région, mais vous vous êtes bien faite à cet endroit, et comment ne pas s'y faire tellement c'est beau. Quelle a été votre formation? Comment vous vous êtes engagé? Déjà, mon premier engagement, c'est que j'ai acheté une propriété qui se trouve en face du château, donc je le vois tous les jours. Voilà, toute la journée. Et lorsque je suis arrivée en retraite, j'étais enseignante auparavant. Mon souci, c'était bien de pouvoir m'investir, cette fois-ci au niveau du château, et retrouver le plaisir aussi du partage avec le public et avec les gens en fait qui travaillent au château. Et c'est un immense plaisir que de pouvoir d'ailleurs reprendre la saison qui va ouvrir le 30 mars 2025. Voilà. Bon, alors moi maintenant je vais faire parler aussi Bernard, puisqu'on en est à ce point-là de l'ouverture de la saison quand l'émission va passer. Vous pouvez nous dire comment on fait, les horaires, où on vous trouve sur Internet, comment ça se passe, où est-ce qu'on se gare, etc., etc. Alors vous pouvez venir en voiture, il y a un immense parking, il n'y a aucun sujet. Les horaires d'ouverture, donc à partir du 30 mars, les visites, ce sera voilà, de 14h30 à 18h. Et il y aura dans la journée 3 visites guidées. Les visiteurs auront le choix, soit une déambulation libre avec un appui d'audio guide, soit de partir en groupe à l'aide d'un guide. Et donc voilà. Les guides, il faut réserver? Il n'y a pas besoin de réserver. Par contre, ce que Bernard a oublié de souligner, c'est important, c'est que les visites ne se font que le mardi après-midi, jeudi après-midi et dimanche après-midi. Les jours fériés, par contre, c'est ouvert. Et au moment de l'été des vacances scolaires, c'est ouvert tous les jours. Sauf le samedi, qui est un jour où parfois, d'ailleurs, le château peut être privatisé pour des événements.
hein, tout simplement. Alors ça, c'est très important que vous puissiez nous le dire, parce que l'endroit est tellement fantastique qu'on peut avoir envie. Alors après, ils se rapprocheront de vous, et pour les prix, et pour savoir comment on fait. Alors là, on est pile en face de cette immense salle de réception, puisqu'on en parle. Et on va aller de là à la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire l'endroit pour les artistes, parce que on visiterait bien tout le château, mais on va bientôt terminer l'émission. Donc, on va aller à grands pas vers cet endroit. Et moi, je vous conseille, évidemment, vous avez entendu à la fois Bernard et Catherine combien ils sont précis, méticuleux et qui nous font vivre les endroits. Il y a bien sûr ce qu'on n'a pas vu. Qu'est-ce qu'on a ? Enfin, on va parler de ce qu'on n'a pas vu, mais c'est pas grave. Les chambres. Oui, on n'a pas vu les chambres qui se trouvent à l'étage, hein. Mais là, nous pouvons gagner effectivement la zone du chantier d'insertion en traversant cette magnifique pièce que nous appelons la salle Vernet, car tous les azuleros que vous voyez, enfin pour la plupart tout du moins, sont issus de représentations de tableaux de Joseph Vernet, qui était un peintre français. Et toute la salle est marbrée. Cette salle, en fait, va nous permettre maintenant de gagner cette autre pièce qu'on appelle la salle des acajou, car vous allez y trouver cette fois-ci des boiseries et toujours des azuleros qu'avaient souhaité Raymond et Alphonse. Et lorsqu'il y a eu la restauration, ce sont des ouvriers portugais qui sont venus apporter Alors, il faudrait dire ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, les azuleros. Alors, en fait, lorsque les ouvriers portugais sont venus il y a quelques années, c'était pas pour installer les azuleros, c'était pour marbrer le sol. Oui, voilà. Ils ont en fait marbré cette salle-là de toutes pièces parce que ça n'avait pas pu être terminé. Les azuleros, eux, ont été installés du temps de Raymond et Alphonse Rétoré, c'est-à-dire dans les années 60. Donc des carreaux de faïence bleue fabriqués au Portugal. Oui, à Aveiro, donc une entreprise qui s'appelle Alléluia et qui existe toujours. Alors, alléluia, et on a d'ailleurs une très belle peinture qui a été remise au plafond dans la précédente salle, qui est immense, qui je crois a été roulée et qui a été refixée à l'endroit où elle devait être, avec un Christ glorieux au milieu. C'est un tableau qui se nomme le Triomphe du Christ, dont l'original se trouve à Bruxelles, au musée, et qui est de Verte, et qui se trouvait finalement à l'abandon dans le château, qui a été totalement restauré et installé lors de la rénovation finalement de la grande salle. Alors, pour nos auditrices et nos auditeurs, j'allais dire qu'on va toujours de surprise en surprise et que le travail qu'ont voulu les deux frères eh bien, se marie à la visite. On a à la fois leur vie dans l'endroit, ce qu'ils en ont fait, et aujourd'hui, ce que vous êtes en train d'en faire, c'est-à-dire poursuivre l'œuvre des Rétoré, mais dans la modernité. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous allons pouvoir accéder maintenant à cet magnifique endroit qui s'appelle l'Orangerie, qui a été réalisé grâce au chantier d'insertion et grâce aux bénévoles d'ailleurs, l'an dernier, et qui finalement nous offre ici une vue absolument magnifique d'une part sur le parc et qui est extrêmement lumineuse et qui nous permet aussi aujourd'hui eh bien, de terminer la visite intérieure du château par cette immense pièce très particulière et certainement très réussie. Et c'est ce que les frères Rétoré rêvaient de réaliser. Ils n'avaient pas pu le réaliser et finalement, eh bien, aujourd'hui, nous y sommes. Et alors, c'est absolument splendide. De très belles poutres que vous avez prises donc dans le bois à côté. Une immense grange, on va dire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on parlait toujours de la mercerie en disant, bah oui, mais c'est une coquille vide. C'est-à-dire, ils ont fait les façades et ils ont fait quelques pièces derrière ces façades. Et vous êtes en train de poursuivre l'œuvre, notamment dans cette orangerie, où là, et on le voit sur les photos à côté de nous, on avait l'impression de murs sans toiture, un grand espace vide qui aujourd'hui a une charpente avec des bois d'ici, magnifiques et de très très beaux lustres en fer forgé et cette peinture beige au fond qui tranche avec les pierres apparentes et ce sol simple et beau et cette vue absolument magnifique partout et ces très hautes fenêtres qu'on a pu voir dans les autres pièces. Alors, ces lustres ont été offerts par des visiteurs qui ont été séduits par l'endroit. Et en fait, c'est un couple de Charentais originaires de la région de Châteauneuf-sur-Charente, dont c'est le métier, qui ont offert ces lustres. Ben, écoutez, c'est stupéfiant. Et magnifique. Et je pense que vous devez être heureux et heureuse de participer à cette belle aventure.
Totalement. C'est avec grand plaisir justement qu'on amène le public jusqu'ici, qui bien souvent a du mal à nous quitter parce qu'en fait, cette pièce leur permet de rêver aussi en regardant le parc, surtout quand on a la chance d'avoir le soleil comme aujourd'hui. Et on continue à parler justement avec eux parce que les questions sont toujours là et le plaisir aussi du partage. Et ça, c'est important. Bien, merci de nous faire partager cette expérience, Bernard. Être venu cette année visiter le château de la Mercerie. Alors c'est un très beau chiffre, si je compare à d'autres, comme le château de La Rochefoucauld, qui n'est peut-être pas tout à fait à 30 000. C'est une belle réussite en si peu de temps. Bien. Alors maintenant, nous allons terminer l'émission. Il nous reste 3 minutes pour parler de cette résidence d'artistes. Alors là, on sort par une grande porte de l'orangerie et on passe par le petit chemin à l'arrière et nous allons aller jusqu'à la résidence d'artistes. Est-ce que l'un de vous, Catherine ou Bernard, avait quelque chose à rajouter ? Eh bien, en fait, ce que je rajouterais, et c'était déjà le cas en fait lorsque nous étions à l'orangerie et qui se précise ici, c'est qu'à partir, très prochainement, lorsque la résidence d'artistes va être terminée, on va pouvoir recevoir des artistes en résidence qui pourront nous présenter ensuite leurs travaux. Que ce soit de la musique, que ce soit donc des concerts ou de la peinture ou de la sculpture. Mais ça sera un immense plaisir que de pouvoir effectivement découvrir toutes ces œuvres. Donc l'idée des Rétorés qui faisait travailler des jeunes artistes au château se poursuit encore une fois dans la modernité, dans l'aujourd'hui, quoi. Exactement. Voilà. Avec le fait qu'ici, dans la résidence d'artistes, eh bien, nous pourrons les loger. Voilà, alors on va dire que c'est un petit cocon, avec sans doute des endroits pour héberger les gens. C'est le chantier d'insertion qui s'occupe de la réfection, Pierrette ? Voilà, tout à fait. C'est eux, et vous voyez, regardez, parmi nos salariés, nous avons un qui nous a fait cette belle fresque. Vous voyez, ici au mur, récemment, il est ici surtout plutôt des métiers de l'image. Voilà, donc il nous a fait ceci. Alors ceux-ci, ce sont des portraits. Ce sont des portraits, oui, bien sûr. Nos portraits, le portrait des chantiers d'insertion. Voilà. Donc vous allez être gravé, dessiné sur le mur. C'est ça, voilà. Alors dans cette résidence d'artistes, vous avez déjà un peu des idées de qui va venir ou comment ça va se passer ? Pas encore, hein. Disons que on n'a encore pas fait la convention. Donc on va voir, mais en fait normalement ce seront des artistes qui vont être là pour faire des œuvres qui vont normalement rester dans le château. Alors, ça ne sera pas la Villa Médicis à Rome, mais ça sera la Mercerie en Charente. C'est un peu l'esprit, hein. Voilà, c'est ça. Bon, bien écoutez, c'est sur cet ensemble. Et puis, on n'a pas parlé de votre vie associative, mais il y a aussi le four à pain, etc. Il se passe plein d'événements, même déjà entre vous, parce qu'une association, c'est la vie, bien sûr, pour les gens de l'extérieur qui viennent, le chantier d'insertion, mais c'est aussi ces 140 bénévoles qui font des choses ensemble. Exactement. Ah oui, disons que nous, quand on vient là, déjà, on se retrouve derrière, on va dire entre guillemets, avec un tableau d'atelier qu'on a prévu au conseil d'administration. Et donc, les gens viennent le samedi, une fois par mois. Et donc, en fonction des ateliers, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Et voilà, là, notre journée se passe dans la convivialité, dans le bonheur, on a tellement tous envie de se revoir parce que je crois qu'on se manque les uns aux autres. Une fois par mois, on est heureux de se retrouver. Bon, eh bien, ça c'est fantastique et je trouve que Catherine a bien fait d'avoir une vision de sa propriété. Le matin, elle regarde l'endroit où elle va aller et l'après-midi, elle voit sa propriété d'ici. Je trouve que c'est quand même pas mal. Merci pour votre accueil. J'en profite pour remercier Didier Joby et puis bien sûr Jean-Claude Brunet qui nous a permis de nous retrouver ici. Merci à vous Pierrette Baron, merci Catherine Lepage, merci Bernard Vigier. Et puis très bonne saison 2025 de visite avec plus de 35 000 visiteurs, on l'espère. Et le chantier d'insertion, vous l'espérez, et puis cet endroit magnifique pour cette résidence d'artistes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.